Eh bien, chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce livre-journal de géopolitique profonde. Bonjour à celles qui m'assistent dans cette émission et contribuent à notre revue de presse hebdomadaire. Je veux parler bien évidemment de Lara Stam. Bonjour Lara. Nicolas, bonjour chers auditeurs. Je remercie à la technique Claudia pour cette réalisation. Patrice au standard qui reçoit vos questions, vos observations, interventions des auditeurs de plus en plus nombreuses, pendant et après l'émission. Merci à vous pour cette écoute, vos contributions souvent érudites, vos témoignages de sympathie, vos encouragements, vos remarques pleines d'à-propos. Nous en tenons souvent compte, jusque dans les choix des musiques. Nous agrémenterons la semaine prochaine, pas encore cette semaine, la semaine prochaine, nos incises musicales de conseils éclairés d'un spécialiste qui nous a écrit à ce sujet, je le cite, « Comme vous semblez apprécier les interprétations de morceaux de musique classique par des instruments électroniques, vous devez probablement connaître les transcriptions au synthétiseur Moog des compositions de Jean-Sébastien Bach en 1968 et 73 par Walter Carlos, devenu depuis Wendy Carlos. Alors en 1971, il enregistrera la bande sonore d'Orange Mécanique de Stanley Kubrick, puis en 72, Sonic Seasonings. Merci, nous dit cet auditeur, pour le fantastique travail de prise de conscience que vous réalisez avec vos émissions. Merci, cher auditeur. Des compositions musicales, donc à partir de la semaine prochaine, de Walter Krauss, devenu en cours de route Wendy. Nul n'est parfait, et on en a vu d'autres, ça paraît-il même jusqu'au sommet de l'État. Un autre auditeur nous met en garde, nous avons l'habitude sur Radio Courtoisie de ces mises en garde. J'apprécie le journal de géopolitique profonde de Nicolas Stocker, surtout sa revue de presse à deux voix avec Lara Stam. Pourrait-il tout simplement veiller à faire certains accords classiques tels que la chose faite et la décision prise? C'est entendu le samedi 27 janvier. Dont acte, chers auditeurs, nous allons y faire attention, n'est-ce pas Lara? Absolument Nicolas, je ferai de mon mieux, même si ma langue maternelle, comme vous le savez, n'est pas le français mais le russe. Tiens d'ailleurs, un autre auditeur nous avertit avec son érudition habituelle, attention, un confinement n'est pas du tout un enfermement, contrairement à ce que le mauvais usage propagé par la caste politico-médiatique laisse croire. Confiner signifie reléguer, écarter, se placer aux confins, aux limites. Pandémie est un américanisme issu du mimétisme servile à l'égard des médias états-uniens. Ce mot est la traduction littérale du mot pandémique. Or, en français, une pandémie est une épidémie sévissant en un espace déterminé, ce qui n'a rien à voir avec ce qui nous a été présenté. Donc, non seulement les faits sont faux, mais aussi les mots. Voyez le littéré. C'est compris, Nicolas? C'est compris, en effet. Je remarque, et c'est chose très intéressante, en tout cas, l'origine de confinement, en effet, c'est pas un enfermement, c'est qu'on nous met aux confins. On nous écarte, on nous relègue. C'est bien ce que veut faire cette hyperclasse mondiale. Alors, en seconde partie d'émission, notre invité, justement, pour le grand angle du libre journal de géopolitique profonde, Marc-Gabriel Draghi, juriste, essayiste. Il a écrit des livres au titre éloquent, qui nous dispenseront d'en dire plus pour l'instant. Le règne des marchands du temple, le gouvernement des banquiers, mais aussi le grand reset en marche, et encore la grande narration vers la mort des nations, qui est la suite du grand reset, le tout chez l'éditeur KA Édition. Et ce sera vers 9h40 après la chronique financière de notre ami Arnaud Biéguin. Et Arnaud était là il y a 2 minutes. Quant à Marc-Gabriel Draghi, il est dans nos studios, on peut déjà le saluer. Bonjour Marc-Gabriel. Bonjour à vous, merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions d'être dans ce studio avec nous. On préfère vous avoir en général dans le studio, les invités du grand angle. Mais tout de suite, et sans plus tarder, vous l'attendez toutes et tous, la revue de presse de la fin des temps. Commence-t-on cette semaine? Révolte des agriculteurs, discours de politique générale de notre mini-moi Gabriel Attal? Non. J'aurais certes pu faire une chronique sur le brillantissime, plutôt bientôt cultissime discours de Attal, premier mini-roi, premier mini-moi de France. Quel lapsus. Tellement exceptionnel, au dire de nos journalistes de révérence et de déférence. Il ne suffit pas d'être dans la révérence, il faut aussi être dans la déférence quand on est un mauvais journaliste. Eh bien, qu'une fois encore, le titulaire de Matignon n'a pas pu recevoir le vote de confiance, pourtant tant mérité de son assemblée. Oui, il n'a pas de majorité. Un homme d'État nous est né et il est gai.
pas homosexuel comme il a pu conclure son exposé. Vous apprécierez les rimes de mon exposé. Eh oui. Je le cite, notre mini-moi. Être français en 2024, c'est pouvoir être Premier ministre en assumant son homosexualité dans un pays qui, il y a 10 ans, se déchirait autour du mariage pour tous. Mais le mariage pour tous n'a rien à voir avec l'homosexualité, mais bien plutôt avec le LGBT, ce qui n'est pas du tout la même chose. Ça la faisait d'ailleurs belle lurette que les Français ne se déchiraient plus sur la question de l'homosexualité, jusqu'au jour où le concubin de l'Élysée décida du mariage des gens du même sexe. Le corésien goitreux, le coucou casqué à scooter, qui a toujours fait ses portées dans les nids des autres. Sa devise, ne jamais se marier mais toujours engrosser, décida un beau jour de faire grand cas pour les homosexuels de ce dont ils se fichaient à titre personnel éperdument, le mariage. Mais comme l'exprime la formule « chacun fait ce qu'il veut de son cul », excusez-moi chers auditeurs, mais elle est connue cette formule, l'homosexualité c'est devenu un non-sujet dans nos sociétés développées, notre tolérance des mœurs est totale, tant qu'elle reste dans le cadre général des lois évidemment. Mais le prosélytisme LGBT auquel participe le mariage pour tous, c'est tout à fait autre chose que la juste tolérance, et n'en déplaise à M. Attal et à toute notre élite hors sol mondialisée, pape François compris, il n'est en aucun cas accepté par tous ce mariage pour tous, et pas pour toujours gravé dans le marbre de nos lois. Il est le produit d'une civilisation que je juge personnellement décadente. Il ne sera donc qu'une parenthèse dans l'histoire humaine, tout au plus un accident promis tôt ou tard à l'avortement, pour employer un terme qui leur parle. Il est vrai qu'on s'en fout qu'Attal soit homosexuel comme Borne, avant lui, une femme. Et Brigitte peut-être un homme. Oh, oula, on est ici sur un terrain glissant. Nicolas, revenons-en à nos moutons et nos brebis. Par quoi commencer donc ? À une formule qui s'adresse à chacun d'entre nous. Français, il est temps de vous réveiller. Elle fut prononcée par la mère d'Arnaud Beltrame, ce lieutenant-colonel de gendarmerie, je le rappelle, victime, mais néanmoins héros de l'attentat qui a eu lieu à Carcassonne et à Trèbes, perpétré le 23 mars 2018 par un terroriste d'origine marocaine à l'initiative de l'État islamique pour punir à cette époque les agissements de la France, de Hollande en Syrie. Il faut le rappeler ça. Le procès est en cours. Lundi 29 janvier, j'aimerais bien qu'on soit en juin. C'était elle, Nicole Beltrame, qui était à la barre. Le débit était rapide, efficace, sans chichi. Mon fils ne s'est pas sacrifié, il a combattu jusqu'à la mort. Enfin, quelqu'un qui a du courage, enfin, quelqu'un qui n'est pas lâche. Voilà qui est envoyé et surtout qui lève une hypothèque, celle du sacrifice du lieutenant-colonel. Il y a dans notre société française un certain dévoiement du christianisme et du catholicisme qui participe en fait à la détestation de soi et nous indique la voie du sacrifice, de notre effacement, de notre suicide en fait, comme la souveraine finalité de notre civilisation. Il n'en est rien ici, contrairement à ce que l'on a pu insinuer à droite et à gauche. Mon fils ne s'est pas sacrifié, il a combattu jusqu'à la mort. Voilà ce qu'elle nous dit, la mère d'Arnaud Beltrame. Elle enchaîne éclatante. Il y en a marre de la lâcheté, de ce laxisme, il est temps de se réveiller. Elle martèle. Du fait de sa nature et de son métier, il était évident qu'il allait intervenir. Je l'imagine très bien se dire, je vais l'avoir ce terroriste. Il y en a marre de se laisser bouffer, de ce laxisme. Il faut sauver la France. Oui, il est temps de se réveiller, croyez-moi. Nicole Beltrame parle ensuite de son fils. Arnaud a baigné dans la culture paysanne bretonne, héritée de sa mère. Son enfance a aussi été imprégnée de récits militaires, milieu dont est issu son père. Ce sont deux cultures différentes mais avec des valeurs fondamentales qui, aujourd'hui, manquent à la France, déplore-t-elle. Sa vie, c'était la patrie. Sa famille aussi, bien sûr, mais la patrie, poursuit-elle. Marié civilement, Arnaud Beltrame s'apprêtait à se marier religieusement avec Marielle. La cérémonie aurait dû avoir lieu le 9 juin 2018. On se souvient du témoignage du chanoine Jean-Baptiste de Notre-Dame-de-Grâce, chargé de préparer les époux au mariage. Beltrame était, dit-on, franc-maçon, mais Macron, comme Macron. Il avait fait ce chemin de conversion dont l'avorton de l'Élysée n'a pas dit un mot lors de l'hommage aux Invalides. Le chanoine a écrit en véritable témoin « Je crois qu'il a offert sa vie pour que s'arrête la mort. La croyance du djihadiste lui ordonnait de tuer. La foi chrétienne d'Arnaud l'invitait à sauver en offrant sa vie s'il le fallait. Tout est dans « s'il le fallait », ce qui n'en fait pas un acte de sacrifice mortifère. » Écoutons enfin Damien Beltrame, le frère du lieutenant-colonel Beltrame. À la barre, il raconte entre autres cette admiration que lui et son frère portaient à leur grand-père militaire qui a fait l'Indochine. Il dit le désir d'Arnaud Beltrame de servir la France, le pays, la patrie. Avant de conclure sur la devise inscrite sur la tombe d'Arnaud Beltrame, qui ose gagne.
J'aurais préféré que mon frère gagne, dans le sens où j'aurais préféré qu'il mette le terroriste hors d'état de nuire. Je préfère les héros vivants, souffle-t-il. Mais mon frère a gagné dans le sens où, après son geste, des dizaines de personnes ont voulu devenir gendarmes. Ce sont autant de personnes qui, à leur tour, vont sauver des vies. Sachant que l'idée de transmettre le flambeau tenait tout particulièrement à cœur à Arnaud, savoir que des personnes se sont engagées grâce à lui, vite, vertu de l'exemplarité donc, qui doit sonner le réveil. J'aimerais en conclusion de cette première partie faire ce vœu pieux que l'ensemble des Français se réveillent enfin. J'ai fait la liaison, cher auditeur. Bravo. Qu'une prise de conscience se fasse jour en cette période de révolte de nos agriculteurs. Qu'il nous faut tous accompagner sans se poser de questions. L'heure n'est-elle pas venue du soulèvement du peuple de la terre, pas le soulèvement de la terre des écolos dingos, souvent gauchos, mais le soulèvement de notre peuple, issu de la terre comme du ciel d'ailleurs. Un peuple, ce que les mondialistes s'acharnent à vouloir détruire, combattre jusqu'à la mort, avoir du courage, rejeter la lâcheté, se dire aussi, dans les temps qui courent, que celui qui veut sauver sa vie la perdra, et que celui qui la perdra pour une grande cause la sauvera. Cette vertu d'exemplarité, elle s'adresse aussi, et au premier chef, aux collègues d'Arnaud Beltrame, les gendarmes, souvent chargés en dernier recours par le pouvoir de lui sauver la mise. Pourrait-on rappeler à chacun des gendarmes qui ont revêtu l'uniforme, comme le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, le sens premier de leur engagement, tel que la famille du héros nous l'a rappelé durant ce procès. Il faut sauver la France. Il y en a marre de la lâcheté, de ce laxisme. Il est temps de se réveiller. Oui, il est temps de se réveiller, croyez-moi. Sa vie, c'était la patrie. Sa famille aussi, bien sûr, mais la patrie. Servir la France, le pays, la patrie. Vertu de l'exemplarité, vous disiez, Lara, vous avez raison, donc, dont on attend aussi qu'elle porte ses fruits lorsqu'il faudra choisir entre un pouvoir hors sol, apatride, traître à la nation, et le peuple de la terre, l'armée des sans-noms, des sans-voix, dont les cris, ceux de la ruralité, montent en ce moment vers nos cités de nantis. Restons-en peut-être, Nicolas, pour l'instant à cette colère des agriculteurs, aujourd'hui révolte, demain peut-être l'occasion d'une révolution. En quoi cette crise va-t-elle peut-être différer des précédentes ? On sent que le binôme gouvernement-média use toujours des mêmes ficelles, tente d'imposer son narratif, colère légitime, choix de figure du mouvement aisément manipulable, négociations, accords en trompe-l'œil, le tout pour justifier ensuite une répression implacable. Il y a ici en effet une astuce qui pourrait faire croire que tous les dés sont pipés alors qu'il ne s'agit que d'un sens aigu des opportunités, à savoir le choix des leaders représentatifs du mouvement. Choix effectué à l'aide de médias qui font émerger des figures qui arrangent le pouvoir en place. Pensons au bon docteur Jérôme Marty pendant la crise Covid, alias Air Doctor, l'ineffable Arnaud Chiche durant le conflit des infirmiers, un homme qui parle d'or aussi pour les restaurateurs, Stéphane Manigold, le gilet jaune et néanmoins, je suis désolé, islamo-gauchiste Jérôme Rodriguez. Et puis le petit dernier en date, Jérôme Bail, pour la colère paysanne. Il s'agit dans tous les cas de figure de révoltés mutins devenus dans un second temps moutons de panurge. Ce que résumait en son temps Philippe Muret par la formule ravageuse « mutin de panurge ». Des révoltés de la première heure qui terminent dans les filets du système. Ainsi, dans le désordre, Chiche, l'un des hommes en pointe pour exiger le Ségur de la santé, devient vaccinolâtre durant la crise Covid. Il met en garde sur les formes graves sans la divine injection. Stéphane Manigold, qui défend la survie des restaurateurs pendant la fermeture des commerces non essentiels, mais fait de la surenchère pour exiger le pass sanitaire à l'entrée des restaurants. Marty, l'ultra-colérique tendance histrion, qui exige au début de la crise coronavirus la démission du directeur de la santé, Jérôme Salomon. Séquence culte en la matière, Jérôme Salomon doit soit il démissionne, soit il démissionne. Évidemment, il ne démissionnera pas. Marty se vautrera ensuite dans un conformisme sanitaire sans pareil, allant dans chacune de ses interventions dénigrement des résistants et esprit de délation. Et le petit dernier donc, Jérôme Bail, l'agriculteur à l'origine du blocage de l'autoroute A64, qui prend pour argent comptant les promesses gouvernementales, devient même la première groupie de Gabriel Attal, après l'échange de petits mots doux immortalisés par les caméras, avec le ministre Christophe Béchu. En bon petit soldat, il laisse place nette en évacuant l'autoroute, et sème même la zizanie en suggérant avoir reçu une proposition de poste syndical en échange de son silence avant l'occupation de l'autoroute entre Toulouse
Toulouse et Bayonne. La stratégie du pouvoir dans son ensemble, gouvernement et médias, est donc de détecter un leader de la contestation, de le populariser ensuite en lui donnant une grande visibilité médiatique, pour enfin négocier avec lui et obtenir son retrait et son soutien ultérieur. Cette astuce est la conséquence directe de l'absence de légitimité des organisations syndicales au sein des contestataires. Il est alors aisé pour les médias de générer des figures de la contestation qui sauront retourner à l'étable après rempli et bien garni la mangeoire d'avoine. Ils sont choisis du fait de leur capacité de crier plus fort que les autres, dans un premier temps, mais avec cette mentalité typique des esclaves, qui est de tout attendre de l'État, masques, subventions, laissez-passer. Leur matérialisme foncier les rend ensuite aveugles aux stratégies de manipulation de l'État. Leurs revendications ratent l'essentiel, comme la question de l'Europe et du libre-échange pour Jérôme Bel. C'est cela qui est en cause maintenant. Il suffit de voir Viktor Orban à Bruxelles aller à la rencontre des manifestants et demander que l'on écoute la voix du peuple. Le plus cocasse dans cette histoire est la capacité de ces profils de personnalité de se soutenir sur les réseaux sociaux comme la défense de Jérôme Bel par Jérôme Marty. Écoutez. Et alors, voilà un agriculteur qui lance un mouvement, qui fait ce que personne n'osait, qui monte en ligne, qui l'incarne, qui prend tous les risques, qui s'engage, qui fait bien ce que ne feront jamais les lâches planqués derrière des pseudos à numéros et autres récupérateurs, ceux qui ont la haine pour eux et le courage par procuration. Il obtient un accord pour sa profession, il fait le choix de lever son barrage devenu symbolique. Et celles et ceux non-agriculteurs qui n'ont jamais mis de bottes, dont le courage se limite à cliquer, les pathétiques no-live et les autres profiteurs intéressés aux idées moisies, ceux qui préfèrent la chemise brune et le bras haut à la tenue d'agriculteur, l'insulte et le menace. C'est pitoyable. Cet homme a lancé le mouvement, d'autres le continuent. Dans les deux cas, les révolutionnaires de canapé et les fachos récupérateurs bolorisés n'y sont pour rien. Dis donc, ils en prennent plein la figure. Hein. Ah oui. C'est incroyable pour un médecin, cette hargne, cette méchanceté à fleur de peau permanente chez lui. Alors, je pense son ego a été vexé à une époque d'un certain nombre de suiveurs par tweet qui l'ont mis dans cet état de rage. C'est un grand frustré. On a l'impression. Hein. Mais en plus, il écrit mal, hein, parce que je lis avec... on a il y a plein de fautes d'orthographe. À 2-3 heures du matin, il y a des fautes, il loupe des lettres. J'en connais d'autres. Est-ce que vous avez remarqué, ce sera mon dernier mot sur ce sujet, la surreprésentation des Jérômes dans cette belle brochette ça c'est vous. Hein. De mutins de panurge. Oui, il y a Jérôme Bel, Jérôme Marty, Jérôme Rodriguez, Jérôme Salomon. Vous croyez que c'est le hasard, vous ? Moi, je pense pas. Dites-moi. Moi, je pense pas, parce que je pense que la personnalité de nombreux détenteurs de ce beau prénom de Jérôme correspond exactement à ce que le pouvoir recherche. Des profils de soumis révoltés, a priori, un profil paradoxal. Mais il suffit pour s'en convaincre de connaître la biographie de celui qui est à l'origine de ce prénom dans le calendrier chrétien, Saint Jérôme. Ça sera mon éphéméride du jour. J'y ai encore droit. Le traducteur de la Bible en latin, la fameuse Vulgate. Esprit querellaire et critique, polémiste hors pair, ce Saint Jérôme, dont les colères étaient légendaires, et en même temps servile, serviteur du pape, qui se soumettra toute sa vie aux ordres monastiques. Avertissement pour finir, pour les successeurs, ceux qui portent ce prénom de Jérôme, en rappelant quelque chose de la biographie de Saint Jérôme, avertissement, il est témoin du sac de Rome en 410 par les barbares, et la plupart de ses amis y perdront la vie, à bon entendeur. Une fois dit cela, comme cette mutinerie agricole dont il est question aujourd'hui est belle. Belle par son panache, bien évidemment, en particulier, car la menace qui vit nos agriculteurs est existentielle. La fameuse phrase de Derlin, c'est dans le plus grand danger que se croit ce qui sauve, pourrait servir d'exergue à cette révolte. Belle ensuite, cette mutinerie, car elle prend en charge les maux dont est affligée notre société. Combien de fois avons-nous entendu nos agriculteurs nous alerter ? Nous sommes les premiers maillons de la chaîne, mais ensuite ce sera vous. Façon aussi de retisser les liens, refaire société, refaire nation, quand on est au bord du gouffre. Belle enfin par le soutien que cette révolte génère. Curé bénissant les convois montant sur Paris, à Bergerac en partance pour la capitale, les vignerons même approvisionnent les contestataires en bouteilles de vin. Simples Français aussi venus encourager sur les routes les agriculteurs sur leurs tracteurs. Nous nous parlons, échangeons, c'est tout ce que cherche à détruire le pouvoir totalitaire et que nous nous acharnons à maintenir en vie coûte que coûte. Et même si cette fois-ci les syndicats arrivent à partiellement retarder les échéances en demandant à tout le monde de retourner à la maison, tôt ou tard, et plus tôt que tard, au regard des échéances,
L'heure de vérité viendra. Rappelons aussi le soutien exceptionnel de l'opinion publique à la révolte des agriculteurs. Sa légitimité est reconnue par 83% des Français. Bon alors, le discours de politique générale de Gabriel Attal, qu'en pensez-vous, Nicolas ? Non, mais rien, vraiment rien, je vous assure, rien de rien. Ça n'intéresse plus personne, les beaux discours sans lendemain. Ils sont au pouvoir depuis 7 ans avec Macron, 20 ans pour les liquidateurs de la France, 50 ans de trahison au bas mot. Vous n'avez pas envie plutôt, Lara, que nous continuions notre chronique des plaies qui accablent notre pauvre pays depuis justement que les hors-sols sont au pouvoir, l'horreur au quotidien ? Comme peut-être dans ce qu'il y a dans FD Souche cette semaine, Nicolas ? Oui. Marc, transgenre, enlevé et roué de coups par Bilal et sa bande originaire du Val d'Oise, qui l'accusaient s'être fait passer pour une femme avant de donner un rendez-vous galant à l'un de leurs amis. Agression homophobe en banlieue parisienne, pour cette bande d'Éragny, Val d'Oise, l'affront subi par leurs copains est inacceptable. Et c'est pour punir Marc, une personne transgenre, qui avait dragué leur ami, qu'ils auraient organisé un guet-apens ultra-violent. Le médecin note des fractures du crâne, du plancher orbital et du nez. Rappelez-nous, Lara, si vous voulez bien, la formule d'Attal sur la France d'aujourd'hui. Je crois que ça va résumer un peu la déconnexion entre le discours et la réalité là, que vous venez de décrire. Bien sûr, Nicolas. Gabriel Attal, je le cite. Être français en 2024, c'est pouvoir être Premier ministre en assumant son homosexualité dans un pays qui a 10 ans se déchirait autour du mariage pour tous. Absolument, mon petit mini-moi. Aussi un pays où Bilal tabasse Marc, transgenre aussi. Mais Bilal est-il vraiment français dans sa tête ? N'en déplaise à nos hors-sols républicains convaincus. La suite des horreurs au quotidien, ce qui vient fracasser en permanence le discours officiel écrit en lettres de sang, le nôtre souvent, chers auditeurs. Entendu, Belgique. Un individu ultra radicalisé, déjà connu pour appartenance à un groupe terroriste, menace de commettre un attentat, mais il est relâché 2 fois. Les enfermer dans un cachot ne résout rien, explique le chef de la police. Il s'agit d'encadrer correctement les personnes et les traiter humainement afin qu'ils réintègrent la société. Et l'enfermer, lui, le chef de la police, et toute sa cohorte de nullité, ça pourrait pas aider aussi à résoudre le problème, peut-être ? Les nôtres de dirigeants sont souvent pris la main dans le sac des conflits d'intérêts. Voyez Rachida Dati. Information mérite d'être rappelée, même si elle est bien entendu présumée innocente jusqu'à une éventuelle décision de justice la condamnant. Elle est accusée de favoriser la diplomatie de l'Azerbaïdjan islamique et d'avoir omis de déclarer au Parlement européen plusieurs voyages dans ce pays. La ministre de la Culture a longtemps vanté la pétrodictature caucasienne qui a fait d'elle la tête de gondole de ses réseaux en France. Son implication inclut des événements grandioses à Paris, comme la journée de l'Azerbaïdjan, et des déclarations publiques louant le pays comme un modèle de modernité et de tolérance. En tant que députée européenne jusqu'en 2019, Dati a été critiquée pour son manque de transparence et son possible conflit d'intérêts, notamment pour ses interventions en faveur du gaz azerbaïdjanais au Parlement européen. Des allégations de corruption liées au régime d'Azerbaïdjan ont également été mentionnées. Cette affaire soulève des questions sur l'influence politique que pourrait avoir l'Azerbaïdjan avec une personnalité qui lui a été si proche au sein même du gouvernement, et c'est alors que les relations de la France avec cet État sont extrêmement tendues. Après, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et nos nationaux de papier s'en rendent compte tous les jours un peu plus. Exemple, l'Allemagne. Le Parti de la Justice et du Développement, AKP, du grand turc Erdogan, se présentera aux élections européennes en Allemagne, selon plusieurs médias et personnalités politiques allemandes, qui estiment que cela renforcera l'influence de la Turquie au sein de l'Union européenne. Selon l'Office fédéral allemand des statistiques, 1,3 million de citoyens allemands sont issus de l'immigration turque, soit environ 1,6% de la population totale du pays. Pendant ce temps-là, nos partis soi-disant identitaires et patriotes n'en finissent plus de se vider de toute leur substance au prétexte de dédiabolisation. Pas encore au pouvoir, mais déjà mélonisée Marine Le Pen. Elle s'est dite prête à rompre avec l'AfD, se disant en total désaccord avec le parti allemand qui aurait évoqué lors d'une réunion informelle un plan d'expulsion massive du pays des étrangers et des citoyens non assimilés, la fameuse rémigration. La prise de distance de Marine Le Pen a été jugée d'autant plus spectaculaire qu'au Parlement européen, le Rassemblement national, RN et l'AfD siègent dans le même groupe, Identité et démocratie, ID. Pour information, le RN ne lutte plus ni contre la France de papier, ni contre l'immigration légale.
Elle a même voté la loi gouvernementale sur l'immigration qui favorise la régularisation de nombreux sans-papiers. Pourrais-je ajouter que Marine Le Pen et son parti ne se précipitent pas pour soutenir le monde agricole entre condescendance et lâcheté. Ils se sont même fait griller la politesse au soutien aux paysans incarcérés, le parti de Jean-Luc Mélenchon étant le seul, via ses députés, à se rendre sur place pour protester contre les gardes à vue. Le RN avait déjà trahi le peuple après avoir trahi la nation en ne soutenant pas les gilets jaunes, permettant ainsi la récupération islamo-gauchiste que nous avions à l'époque déplorée. Le salut viendra-t-il alors de l'Amérique républicaine de Donald Trump, la lutte contre l'invasion migratoire au Texas prenant un tournant qui pourrait conduire à la guerre civile, une nouvelle guerre de sécession? La situation est gravissime sur la frontière mexicaine où quelques 300 000 migrants sont entrés aux États-Unis dans le seul mois de décembre. La Cour suprême, pourtant à majorité conservatrice, a statué la semaine dernière contre le gouverneur du Texas, Greg Abbott, qui avait tendu des kilomètres de fils barbelés le long de la frontière avec le Mexique. Le plus haut tribunal des États-Unis accepte le projet de l'administration Biden de retirer les fils barbelés. Mais Abbott défie le tribunal et s'est engagé à ajouter davantage de barbelés pour réprimer l'invasion. Il a ordonné aux soldats de la garde nationale du Texas, dont il est le commandant en chef, de bloquer l'accès à la frontière aux migrants et d'empêcher les agents fédéraux d'accomplir leurs tâches. La prochaine étape, l'affrontement entre les troupes fédérales et les gardes nationales texanes peut-être. 25 gouverneurs républicains, les États-Unis comptent 50 États, ont publié une déclaration commune de solidarité avec Abbott pour avoir intensifié ses efforts pour protéger les citoyens américains des niveaux historiques d'immigrants illégaux, de drogues mortelles comme le fentanyl et de terroristes entrant dans notre pays. La situation à la frontière entre les États-Unis et le Mexique est intenable. Les passages illégaux ont atteint un niveau record avec plus de 2,4 millions de demandeurs d'asile en cours de 2023. Au niveau fédéral, ils sont dans une impasse. La Maison-Blanche a publié une déclaration dans laquelle elle s'engage à fermer la frontière si les élus acceptaient sa demande de financement d'urgence, en particulier pour l'Ukraine. Les sous du monde. Le Parti républicain, à l'instigation de Donald Trump, retarde, lui, de voter un budget supplémentaire, entravant ainsi la capacité de l'administration Biden à remédier à la situation. Dans une initiative qui montre à quel point il est désespéré, Biden a dit qu'il était disposé à accepter des règles concernant les réfugiés proposées par les républicains, mais contestées par certains démocrates. Ces règles permettraient de refouler plus rapidement certains migrants. L'administration Biden travaille aussi avec les autorités mexicaines pour tenter de démanteler les gangs criminels qui amènent des migrants du monde entier via le Mexique jusqu'à la frontière américaine. Certains arrivent même à la frontière canadienne au Québec. Les longs retards actuels dans le traitement des demandes permettent à de nombreux migrants d'entrer aux États-Unis, souvent pendant des mois, voire des années, avant de pouvoir comparaître devant un juge. Je crois que vous avez raison, Lara, de dire plutôt administration Biden que Biden, parce que Biden, je ne sais pas s'il pense qu'il y a encore quelques activités cérébrales sous le casque. Enfin, Donald Trump, lui, il y en a, et il avait prévenu d'ailleurs, avant l'élection truquée de Biden. Il allait, lui et son administration, l'administration Biden, détruire le pays. Il ne faut donc pas s'attendre à ce que les parlementaires républicains aident maintenant la Maison-Blanche à se sortir du mauvais pas dans lequel elle s'est mise toute seule avec un programme laxiste. Un mauvais accord sur la frontière est bien pire que pas d'accord du tout, a écrit en lettres capitales l'ancien président des États-Unis sur son réseau Truth Social. Il promet, une fois revenu au pouvoir, lancer la plus grande opération d'expulsion en Amérique. Le nombre de migrants qui passent la frontière est considérable. Si les républicains parlent d'invasion, ils ont le droit de le dire invasion parce que c'est en souvenir de la lutte acharnée entre le Mexique et le Texas. L'opération Lone Star, lancée par le républicain Abbott, rappelle justement cette spécificité du Texas, avec son drapeau à une étoile. Le Texas a été indépendant pendant 9 ans après la guerre de sécession. Il y a eu cette guerre contre le Mexique, ce dernier ayant eu des prétentions sur les territoires texans. Voici pourquoi le gouverneur de Texas invoque l'article 1 de la Constitution américaine, section 10, clause 3. Le Texas a le droit de se protéger en cas d'invasion. C'est constitutionnel. C'est la marque de l'histoire douloureuse qui a abouti aux frontières actuelles, ce qu'oublient systématiquement les hors-sols de l'hyperclasse mondialiste. Et puis il y a cette filière de fentanyl, un opioïde qui passe par le Texas, une drogue qui tue une personne sur toutes les 7 minutes aux États-Unis, 50 fois plus létale que... 50 50, qu'est-ce que j'ai dit ? 5.
50 fois plus létal que l'héroïne. Non, il faut être précis là. Pardon. C'est quand même 50 fois plus létal que l'héroïne, le fentanyl. Alors, en bon chrétien, selon le pape François, vous savez, il disait mauvais chrétien et bon chrétien. Bon, mais être bon chrétien, c'est construire des ponts et pas des murs. Il devrait carrément proposer la construction d'autoroutes de la drogue, le pape François, dans ce cas-là. Pourrions-nous, Nicolas, terminer cette revue de presse par une note plus légère ? La semaine dernière, nous avions parlé des tradwives, les épouses traditionnelles. Voulez-vous que nous examinions cette fois-ci le camp opposé à ces femmes toujours soumises à leur mari et faisant passer leurs désirs avant celui de leur époux? Ah oui, j'ai vu un compte rendu dans le Figaro du dernier livre de Corinne Mayer. Madame First manifeste pour un féminisme au féminin. L'auteur s'interroge. Les hommes auraient-ils davantage de droit d'être égoïstes que les femmes ? On considère que c'est la nature des premiers, tandis qu'on associe traditionnellement le sexe féminin à la douceur, à la tendresse, à l'altruisme. Dans à peu près tous les pays, c'est aux femmes que revient le soin de la famille, des enfants, des parents âgés, le fameux care. Mais qu'est-ce que pousse les femmes à pareille aliénation ? S'interroge Corinne Mayer. Corinne Mayer, on se demande même si c'est pas la sœur de Michael Mayer. Dans Austin Powers. Non, Michael Mayer, c'est pas Austin Powers, c'est Halloween. Film d'horreur. Elle fait froid dans le dos, cette femme, avec son sourire de thanatopracteur, ses petites lunettes rondes d'idéologue trotskiste, son regard perçant, bien acier, en bleu acier, vous savez, le regard de rapace. Elle incrimine l'amour, la frustration chez elle est à fleur de peau. Le mot amour n'a pas du tout le même sens pour l'un et l'autre sexe. Et c'est là une des sources des graves malentendus qui les séparent. L'amour n'est dans la vie de l'homme, avec un petit H, qu'une occupation, tandis qu'elle est la vie même de la femme. Observez Simone de Beauvoir dans Le Deuxième Sexe. Dans les relations amoureuses, les femmes tendent à modeler tant leur corps et leur visage que leurs paroles pour tâcher de correspondre à ce qu'elles imaginent être les attentes de leur partenaire masculin. Je cite dans Me First, Benoît de Groult, George Sand, Clara Malraux, qui par amour ont adopté leur goût, leur loisir, leur intérêt à ceux de leur époux, avant de secouer les chaînes pour gagner leur indépendance, qui a d'ailleurs généralement entraîné la fin du mariage. Tu m'étonnes. Corinne Mayer préconise donc une égothérapie. Et pas une égothérapie. Premièrement, disposer d'un lieu qui vous soit réservé. La fameuse chambre à soi de Virginia Woolf. Belle référence soit littéraire. Une pièce qui ferme à clé, si possible hors de la sphère familiale, dans une tour, afin de s'isoler et de conserver des moments pour soi. Il faut également veiller au choix de son conjoint. Sera-t-il prêt à se retrousser les manches dans le cadre familial ? Beaucoup d'hommes tiennent un discours égalitariste et s'illusionnent en ayant l'impression de faire leur part, alors que c'est faux, comme le montrent les chiffres. C'est ici qu'intervient la question des enfants. Leur arrivée marque le moment où éclate l'inégalité dans la répartition des tâches domestiques dans un couple. On attend des mères une implication énorme, beaucoup plus importante qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Il faut allaiter, passer tout son temps avec son bébé, veiller à tous ses besoins psychiques et psychologiques. Dès lors, pourquoi ne pas oser être child-free ou assumer d'être une mauvaise mère, voire une mauvaise fille ? Très bien, être une mauvaise mère, une épouse atroce et en toutes circonstances une femme imbuvable, demandez le programme. Vous vouliez terminer par une note plus légère, c'est bien ça ? Vous la servi, ma chère Lara. Comme vous dites, mon cher Nicolas. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Voilà, vous pouvez chaque semaine, chers auditeurs, dans ce libre journal de géopolitique profonde, suivre cette revue de presse à deux voix. Et je remercie encore Lara qui nous accompagne dans toutes ces revues de presse. J'ai l'impression que vient le temps d'une petite chronique financière. Et oui, je ne me suis pas trompé. Et c'est Arnaud Biéguin, notre trader, qui est aujourd'hui parmi nous, et je le vois d'ailleurs en Zoom. Bonjour Arnaud, comment ça va ? Bonjour Nicolas, bonjour.
Ah, je suis persuadé que la fin de la revue de presse vous a plu, parce que alors, les tradwives, et vrai que vous avez une vision des plus classiques, je crois, des relations humaines et aussi des relations entre les hommes et les femmes. Je pense que la Mayer, là, c'est pas franchement la... Ah, c'était magnifique, c'était complètement absurde. Ouais, je me suis régalé. Alors, on va se régaler avec vous dans cette chronique. J'espère. Ah bah c'est sûr, j'en suis sûr. Et puis j'ai triché, j'en ai déjà vu quelques extraits. Avant les auditeurs, le titre de cette chronique, mon cher Arnaud, ce sont les aristocrates du dividende, je crois. Tout à fait. Les aristocrates du dividende. Alors, dans cette chronique, je vous apprends à soutirer un maximum d'argent aux aristocrates Ah bah voilà. de façon à bâtir votre propre fortune personnelle. Donc ça, c'est un beau programme. Alors, un beau programme. Mais alors, peut-être déjà pour les auditeurs, qu'est-ce qu'un dividende exactement, de façon précise, sur le plan économique et financier? Et avant toute chose, un dividende, je vais expliquer ce que c'est. Alors, quand une entreprise est bénéficiaire, c'est-à-dire qu'en gros, elle gagne plus qu'elle ne dépense, elle a la possibilité, c'est pas une obligation, c'est une possibilité, de délivrer une partie de ses résultats sous forme voilà, de cash, d'argent liquide, euros, USD, etc., à ses actionnaires pour les récompenser, de soutenir l'activité de l'entreprise. Donc voilà, vous êtes actionnaire, vous achetez des actions, vous injectez de l'argent dans l'entreprise, ça s'y peut voilà, mener à bien son activité, acheter du matériel, payer les fournisseurs, payer la masse salariale, etc. Et donc, pour récompenser cet actionnaire, eh bien, tant que l'actionnaire garde l'entreprise dans son portefeuille, l'entreprise va lui donner une rente, et c'est ce qu'on appelle un dividende. Mais il y a quelques contraintes. Ah. Comme je vous l'ai dit, déjà, il faut que l'entreprise soit bénéficiaire. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle gagne de l'argent. À la fin de l'année, il faut qu'elle soit bénéficiaire. Bah oui, sinon il n'y a pas de Si elle est dividende. bénéficiaire, elle peut potentiellement puiser dans ses bénéfices pour les délivrer sous forme de dividendes à ses actionnaires. Première contrainte. Deuxième contrainte, si effectivement elle est bénéficiaire, il faut que l'Assemblée générale de l'entreprise soit d'accord pour délivrer des dividendes aux actionnaires. Ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, une entreprise technologique va plutôt garder les rentrées d'argent pour réinvestir, faire de la recherche et développement, etc. Ce n'est pas toujours le cas. Troisième contrainte, il faut bien évidemment que ce dividende ne mette pas en difficulté la pérennité financière de l'entreprise. Voilà, on ne va pas tout verser aux actionnaires sous forme de dividendes, parce que sinon, on vide la caisse, il n'y a plus rien. D'accord, Voilà. Arnaud. Alors, donc voilà ce que c'est qu'un dividende. Et est-ce que vous pourriez maintenant nous expliquer qu'est-ce que c'est financièrement? Parce que j'imagine que ce n'est pas seulement la particule qui fait un aristocrate. Qu'est-ce que vous entendez par les aristocrates du dividende? Quel type d'aristocrate? Le dividende, on a compris, c'est la rente que nous verse l'entreprise. Alors, un aristocrate dit dividende, c'est une entreprise qui a versé des dividendes sans interruption, absolument sans exception, depuis au moins 25 ans. C'est-à-dire que depuis au moins 25 ans, elle verse des dividendes, et ce dividende, il n'a pas baissé en valeur, ou alors il a augmenté, sans exception. Ça, c'est un aristocrate du dividende. Donc, c'est une entreprise qui a un énorme avantage concurrentiel sur ses compétiteurs, qui a nettoyé, en gros, sa concurrence, qui est structurellement bénéficiaire, parce qu'il y a un bon business model, et qui est en très bonne santé financière. Voilà. Donc, par exemple, si la France était une entreprise, ça ne serait pas une aristocrate du dividende. Ah oui, ça c'est sûr, oui. Donc, voilà, ces entreprises qui sont établies depuis des dizaines, des centaines d'années, qui font plus trop de croissance. En gros, ces entreprises qui sont des vaches à lait, voilà, qui sont assis sur leur marché, qui dominent leur marché, il n'y a plus de concurrents, qui sont assis sur du cash. Et donc, au lieu de miser sur la croissance, qui font plus trop de croissance, elles ont tout le marché, en fait, elles peuvent plus croître. Ouais. Eh bien, au lieu de rémunérer leurs actionnaires sur la valorisation des parts de l'entreprise, eh bien, elles rémunèrent leurs actionnaires sous forme de dividendes pour les inciter à garder les titres, en fait. C'est ça, les dividendes. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un aristocrate? Est-ce qu'il y a mieux, justement, qu'un aristocrate, justement? Parce que c'est comme pareil. Est-ce qu'il y a mieux qu'un comte, il y a un duc Oui, qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Quelle est l'entité au-dessus? Dites-nous. Mais c'est le roi. Le roi. Un roi, c'est encore mieux qu'un aristocrate. Les rois du dividende. Ça, c'est encore plus rare. Les rois du dividende, c'est des entreprises qui ont les mêmes caractéristiques que les aristocrates, sauf qu'un roi du dividende a versé des dividendes sur une période d'au moins 50 ans. Ah oui. C'est plus 25 ans, c'est 50 ans. Ah oui. Là, vous pouvez être sûr que
cette entreprise ne va pas vous planter un couteau dans le dos et les dividendes vont tomber quoi qu'il arrive. Là, on veut des noms. On veut des noms. Il faut faire tomber des têtes. Parce que oui, il faut faire tomber des têtes, là, quand même. 50 ans, est-ce que les aristocrates des rois du dividende dans une république comme la France, qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a... Alors, attendez, d'abord, je vais vous en citer, parce que il y en a peu, principalement aux États-Unis. Elles sont Coca-Cola. Tout le monde connaît Coca-Cola. C'est un roi du dividende. Plus de 50 ans, même plus que ça, hein, qu'elle délivre des dividendes, cette entreprise. Johnson & Johnson, dans la santé. Procter & Gamble, consommation courante, voilà. Donc, typiquement, c'est des entreprises dans le secteur défensif, consommation courante, santé, etc. Hein, ce n'est pas des valeurs techniques. Alors, en France, effectivement, est-ce qu'il y a des rois? Est-ce qu'il y a un roi en France? Eh ben, d'une façon légale. Oui. À mon avis, une entreprise comme L'Oréal, peut-être, non? Alors, L'Oréal n'est pas une reine du dividende, si je puis dire. Mais c'est une aristocrate du dividende. Voilà. Déjà pas mal. L'Oréal, c'est une aristocrate. Il n'y a plus de roi en France. C'est normal. On s'en est débarrassé, on peut dire. Et il reste Air Liquide, il reste Sanofi, il reste L'Oréal. Très, très peu qui sont des aristocrates. Voilà. Alors, quel est l'intérêt de... Sanofi, dont on rappelle que le directeur, le président de Sanofi est l'époux de notre ministre de l'Éducation nationale, Madame Oudéa Castéra. C'est Oudéa, non Oudéa Castéra, Monsieur Oudéa. Je dis ça sans mal, donc, je vous rappelle. Mais oui, à un moment, tout se recoupe au sommet de l'État. Bon, pas de commentaires dessus. Donc, nous pouvons passer sur les... Quel est l'intérêt finalement d'acheter un aristocrate du dividende? L'intérêt numéro 1, comme je vous l'ai dit, c'est la pérennité du dividende. Vous êtes sûr que cette entreprise, elle est loyale, elle va vous verser une rente tous les ans. Et potentiellement, d'ailleurs, cette rente va augmenter. Elle ne peut pas baisser. C'est sûr que vous versez cette rente, elle ne peut pas baisser, elle va potentiellement augmenter. Une rente prévisible et pérenne. Deuxième avantage, c'est que ces entreprises, comme je vous l'ai dit, elles sont stables et elles ont une croissance certes limitée, mais elles continuent à croître dans le temps. Donc, ce qui fait que si vous les gardez longtemps dans votre portefeuille, vous êtes sûr que ça va gagner en valeur. Pas énormément, mais au moins ça ne va pas perdre en valeur. Et troisième avantage, c'est qu'elles sont dans des secteurs défensifs. Comme je le dis, ce n'est pas sexy, entre guillemets, ce n'est pas des valeurs techno, ce n'est pas Tesla, etc. Mais voilà, c'est du Coca-Cola, hein, c'est très, très basique. Mais lors des cracks, eh bien, elles encaissent bien les cracks. Elles ne vont pas prendre moins 50, moins 80 comme une valeur techno. Voilà, elles vont un petit peu de volatilité, mais ce n'est pas des montagnes russes. Voilà. Donc, les avantages, elles délivrent une rente prévisible, elles sont stables, elles font un petit peu de croissance, elles ne prennent pas des gamelles. Donc c'est parfait ça pour le long terme. Ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a, Arnaud, par ailleurs, des stratégies basées sur ces aristocrates, des stratégies d'achat? Voilà, je vais vous donner deux stratégies basées sur les aristocrates du dividende. Alors, la première stratégie, c'est la croissance du patrimoine. Donc, stratégie de croissance, on va utiliser les avantages 1 et 2, c'est-à-dire pérennité du dividende et croissance stable. Donc, typiquement, on va réinvestir les dividendes de ces aristocrates. Au lieu de les utiliser pour notre consommation personnelle, on va les réinvestir année après année. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous avez 100 000 euros de capital. Vous avez une aristocrate du dividende qui délivre du 5% par an. À la fin de l'année, vous avez 5 000 euros. Eh bien, au lieu de prendre vos 5 000 euros, les réinvestissez. Et l'année suivante, vous faites 5%, non pas sur 100 000, mais sur 105 000, etc., etc. Donc, en fait, c'est une loi exponentielle. Et d'ailleurs, Einstein disait lui-même, les intérêts composés, qu'ils étaient la 8e merveille du monde, parce que c'est tellement puissant qu'au bout de quelques années, ça monte. Il y a une différence énorme si vous utilisez les intérêts composés. Donc ça, c'est une manière intéressante de faire de la croissance du patrimoine. La deuxième stratégie, c'est si vous avez déjà un patrimoine, ou alors voilà, vous passez par la stratégie 1, puis vous êtes arrivé à la stratégie 2, tout simplement, on va utiliser les avantages 1 et 3 cette fois-ci, donc la pérennité du dividende et la robustesse. Nous avons une action qui est une aristocrate ou une reine, délivre son cash flow année après année et qui en plus encaisse les cracks d'une manière extrêmement brillante. Voilà. Donc ça constitue un portefeuille qui est stable, qui nous délivre du cash et qui nous évite les surfroides. Et pour terminer, je dirais qu'il y a des stratégies un peu plus complexes
que j'utilise personnellement, basées sur les options qui sont des produits dérivés, Mhm. qui permettent de faire travailler encore plus ces aristocrates pour nous. Hein, il faut faire travailler Vous ces aristocrates. vous nous mettez l'eau à la bouche, là, Arnaud. Donc, pour Oui. accéder à ces stratégies, Ouais, hein, ouais. vous savez, vous allez sur le portail de Géopolitique Profonde. Et puis voilà, pour vous aussi devenir, pourquoi pas, un aristocrate de la Ah bah bourse. voilà, bah oui, s'il y a des aristocrates du dividende, il y a aussi évidemment des aristocrates de la bourse. Tout à fait. Eh ben merci Arnaud Biéguin pour cette chronique fort Merci à instructive. vous. Bon bah vous avez le droit de vous reposer maintenant, c'est la fin de la semaine, hein. On dit pas week-end hein, sur Radio Courtoisie, je vous le dis tout de suite parce que Fin de la on semaine, tolère certains de vos anglicismes, mais pas pour le patron d'émission trop. qui lui doit Non. se tenir. D'ailleurs il y a un cochonnet, mais alors il faudrait vous faire payer à distance vous, hein, puisque on espère vous avoir bientôt. En tout cas, bonjour à Madame aussi. Oui, Vous merci. allez pouvoir et bonne fin de semaine en bébé. famille. Hein. Oui. Merci à vous. Et À dans 2 semaines. on se retrouve très vite. Merci à vous pour votre bonne Au revoir. humeur communicative matinale, mon cher Arnaud. Et à très vite. Ah, bah, je pense que il nous reste maintenant la dernière partie qui va durer la moitié de l'émission, dorénavant. Maintenant, Mike Borowski arrivé tel un prince à la technique, saluer l'ensemble des personnes qui étaient à la technique à ce moment-là, et puis on l'aura tout à l'heure à partir de 10h30, hein, je le rappelle, dans le livre journal des controverses. Marc Gabriel Draghi, juriste français, qui s'est spécialisé à l'origine dans l'histoire du droit, qui est passionné des questions monétaires, de l'histoire du capitalisme, et ce depuis de nombreuses années. Il commence d'ailleurs la rédaction de son premier ouvrage il y a plus de 10 ans maintenant. Le premier essai, donc, sur le capitalisme, le règne des marchands du temple, le gouvernement des banquiers, hein, je l'avais dit en introduction, aux éditions K édition, en 2019. Au printemps 2021, il sort donc son deuxième ouvrage intitulé Le Grand Reset en marche. Il y a un recueil de chroniques sur l'actualité politique et économique de l'année 2020. Puis, à l'automne 2022, en réponse au grand récit de Klaus Schwab, il récidive et sort le livre La grande narration vers la mort des nations. Son travail, il est centré principalement, il va nous l'expliquer, Marc Gabriel Draghi, sur la description du système capitaliste transnational et sur les activités de ceux qui composent justement cette hyperclasse. C'est d'où le titre de cette émission, et on va s'interroger avec lui à savoir si cette hyperclasse est en crise aujourd'hui. Il expose la nécessité pour les peuples de mettre un terme à la création monétaire ex nihilo et met aussi en garde le grand public contre la menace des monnaies numériques programmables des banques centrales. Il pense qu'à long terme, cet outil pourrait mettre fin aux libertés individuelles et favoriser l'instauration d'un totalitarisme digital à une échelle mondiale. Rien que cela, chers auditeurs, et moi, malheureusement, j'aurais une tendance à lui accorder beaucoup de crédit. Un peu comme un aristocrate de la finance, du dividende, Marc Gabriel Draghi. Alors, rebonjour Marc Gabriel déjà. Rebonjour Nicolas. Est-ce que on pourrait peut-être commencer, puisqu'on est content d'avoir cet expert dans ce studio aujourd'hui de Davos, est-ce qu'on pourrait faire un petit retour sur comment ce forum de Davos s'est déroulé en 2020, au début de l'année 2024? Oui, tout à fait. Alors Davos, évidemment, est rentré dans la lumière, excusez-moi, plus spécifiquement à l'occasion de la crise sanitaire en 2020. Et maintenant, on a pris l'habitude de suivre chaque mois de janvier de l'année. On attend ce qui va être dit à Davos et quel va être le ton donné pour l'année. Alors nous, en plus, on a une grande chance en France. On a l'un des derniers Young Global Leaders qui est encore en poste. Voilà, notre cher Emmanuel Macron. On lui a remis un prix, je crois, d'ailleurs, tout lors de ce dernier Davos, non ? Vous êtes bien informé, Nicolas, oui. D'ailleurs, les médias n'en ont pas parlé. Il a reçu le prix de chef des leaders, des grands leaders. Voilà, parce qu'il était Young Global Leader, donc maintenant c'est devenu un leader
affirmé et confirmé. C'est un petit cabri, un petit bouc des montagnes qui lui a été remis. Je trouve ça assez amusant d'ailleurs, Oui, cocasse. au niveau de la symbolique. Vous voyez les cornes. Au niveau de la symbolique, c'est assez intéressant, oui. Et évidemment, alors Macron, il n'y a que dans les médias alternatifs et évidemment dans les médias de masse et de grand chemin, personne n'en a parlé, mais il a prononcé un discours, donc c'était le 17 janvier, Nicolas, il a prononcé un discours qui était assez irréel et il a fait des annonces. Il a fait des annonces assez même agressives en direction du matage du peuple français. Alors, même en introduction de son discours, il s'est adressé au professeur Klaus Schwab, qui est, on va dire, le référent du symposium. Encore un Air Doctor, un de plus. Il ne faut pas avoir peur, comme on dit dans une émission. Comme dit Mike Borowski, oui. C'est ça. Il s'est adressé à Klaus Schwab en utilisant un terme qui est dans la provocation, puisqu'il y a quand même une défiance. Alors certes, c'est pas une défiance de masse, mais il y a une défiance politique envers nos responsables politiques qui ont quand même prêté allégeance depuis plusieurs années, plusieurs décennies. En plus, vous l'avez rappelé dans votre chronique, maintenant on est vraiment dans une phase de liquidation de notre pays. Et il a dit au professeur Klaus Schwab qu'il venait au rapport. C'est-à-dire, son mot d'introduction du discours, c'est qu'il vient au rapport devant Klaus Schwab. Voilà. Parce que ça faisait plusieurs années qu'il n'était pas venu en physique au Forum économique mondial. Et dans ce discours, alors il a annoncé plusieurs choses, et notamment l'élément central, c'est le dépassement de la souveraineté nationale. Évidemment, ce n'était pas dit comme ça, mais il a appelé à une nouvelle émission d'eurobonds. Vous savez, les eurobonds, c'est ce qui avait été émis à l'occasion, donc une émission de dette commune. Encore On n'est pas assez endetté. Non. On l'est jamais assez pour un banquier. Il en faut toujours plus, voilà, pour un banquier Tant d'affaires. qu'on est solvable. Et qu'on peut passer comme ça en esclavage ces peuples. C'est ça, la servitude pour dette, c'est exactement ça. Et pour un banquier d'affaires de chez Rothschild & Co, un pays n'est jamais assez endetté, monsieur Stocker. Donc, et c'est assez intéressant. Alors, aucun média n'a relevé ce point. Et en fait, la mécanique des eurobonds, alors j'en parle dans mon deuxième ouvrage, Le Grand Reset en marche, c'est symbolique puisqu'en fait, c'est une émission de dette commune pour faire simple et pour synthétiser. Et ça amène plus tard à un dépassement de la souveraineté, une violation toujours plus agressive des souverainetés nationales, et ça amène le narratif du fédéralisme européen. Et ce qui a été, de manière implicite, la trame de ce Forum économique mondial de Davos 2024, ça a été évidemment la mise en avant d'un contrôle impératif de l'information. Donc ça a été repris beaucoup dans les médias alternatifs. Mais ça a été aussi une affirmation de la volonté du dépassement des souverainetés nationales. Alors, je pense qu'il faut l'avoir en tête. Alors, il y a cette... je crois que vous dites que Macron, c'est intéressant, c'est vraiment le Young Global Leader chimiquement pur. Plus que tous les autres. Donc il vient en rapport comme il est allé voir son papa. On a l'impression qu'il a besoin de maman, mais aussi d'un papa, et c'est Klaus Schwab son papa alors. C'est ça, il a beaucoup de papas. On pourrait parler de David de Rothschild aussi, que Macron dit lui-même qu'il est le hedge, la couverture de David de Rothschild, donc ça veut dire beaucoup. Ouais, oui, il est chimiquement pur. Alors déjà, c'est Klaus Schwab aussi qui le dit. Il vante les qualités de grand leader d'Emmanuel Macron, et il faut le dire aussi. Parce que dans la présentation de la chronique et de l'entretien, ça pouvait faire peur, ça peut faire peur aux gens, mais justement, le message qu'il faut délivrer actuellement, et le titre de votre émission est très bon, puisqu'en fait, l'hyperclasse, même si elle donne des éléments de langage combatifs pour mener à bien son programme, qui est la grande réinitialisation, elle est en crise. Voilà, elle est en crise. Elle est en crise. Donc, signaler que Emmanuel Macron et déjà le récompenser en quelque sorte, c'est aussi un signe. Emmanuel Macron, c'est l'un des seuls Young Global Leaders qui est encore en poste avec Justin Trudeau, l'excellent Justin Trudeau, qui liquide aussi le Canada. Oui, c'est ça. Mais c'est aussi révélateur, puisque déjà là, à ce Forum économique mondial, Emmanuel Macron, en 2024, était le seul chef d'État du G7, des grands chefs d'État qui étaient présents. Donc il y a eu du beau monde par rapport aux éditions 2021, 2022, 2023. Il y a quand même eu du beau monde, surtout en matière les grands dirigeants des entreprises, beaucoup de membres des grandes institutions internationales, le FMI, la Banque mondiale, Christine Lagarde qui est une habituée de la Banque centrale européenne. Mais il faut le marquer, ce Forum économique mondial de Davos 2024
a été aussi révélateur d'une certaine crainte et d'une prise de conscience comme quoi l'hyperclasse avait perdu la main sur le contrôle du narratif, de l'information en réalité, et qu'il était maintenant obligatoire de reprendre le contrôle pour imposer justement la suite de l'agenda. Voilà, donc discours d'ouverture de von der Leyen d'ailleurs. Le rapport sur risque global en 2024, c'est la fausse, vous le dites, vous l'écrivez, ce sont les fausses informations, qui est perçue par ces gens-là comme la menace absolue. En fait, en effet, c'est ça, ils sont en train de perdre le narratif et ça donne des espoirs. Et vous dites d'ailleurs, chose qu'on a peu entendue, vous êtes un des seuls à le faire, je dirais, à mettre un peu de positivité et d'espoir dans ce que vous pouvez dire ou écrire, Marc-Gabriel Draghi, et ça j'apprécie particulièrement parce que sinon, s'il n'y aurait plus qu'à désespérer, bon, c'est fichu. Vous dites que finalement, il y a ce qui était en cours là, avec le Covid, avec la pandémie, il y a un échec relatif en 2022. Il y a un véritable échec. En 2022, le président de la République avait repris, alors comme il l'a fait encore avec la lutte contre la désinformation, en 2022, l'été 2022 devait être l'été de la grande bascule. Il avait utilisé le terme bascule, on va aller vers autre chose, Emmanuel Macron, et ce qui avait été dit par Klaus Schwab à la fin de l'année 2021. C'est-à-dire passe vaccinal, vaccination obligatoire. Exact, un passe vaccinal qui devait durer. En fait, là, on est au mois de février, on est en plein hiver, Nicolas, on devrait se parler. Bon, on aurait peut-être plus accès à Radio Courtoisie, mais on devait se parler masqué, aller boire un café en présentant un QR code. Et ça, il faut le souligner. Alors, j'étais un des premiers, même, je le reconnais, à être très négatif en 2020-2021 et j'ai relevé que les événements de sidération, en gros, la pandémie, comme vous l'avez dit, et l'injection expérimentale, avaient considérablement marqué les masses et on pouvait craindre que le contrôle par la peur finisse par l'emporter et qu'on finisse tous broyés par ce contrôle par la peur. Oui. Et en réalité, la crise russo-ukrainienne, en fait l'étape 2 de la grande réinitialisation qui est le narratif de grande guerre, Israël, Gaza, après peut-être que demain il y aura États-Unis, Chine, Taïwan, voilà. Cette étape 2 a marqué un tournant décisif, mais pas dans le sens de l'hyperclasse. Et il y a eu une lassitude des masses qui n'ont pas du tout souscrit, ou en tout cas dans les premières semaines, au narratif de guerre contre Poutine, le méchant Poutine, qui d'ailleurs a réussi à éliminer le Covid. Voilà. Donc même si moi n'étant pas, voilà, il faut pas autant il faut. Ça a permis à Macron quand même de gagner facilement la présidentielle, cette mise en scène sur la guerre en Ukraine. Mais par contre, ça n'a pas permis de passer l'étape supplémentaire, c'est ça pour le... Oui, et il a dû aussi faire des concessions, notamment sur le narratif sanitaire. Voilà. En fait, à la fin de l'année 2021, on aurait dû s'orienter, logiquement comme en Italie, à l'époque où Mario Draghi officiait, on aurait dû s'orienter vers une vaccination obligatoire et après même une vaccination des enfants. Les rapports de services de renseignement étaient très négatifs et on dit en gros à Macron, si à Noël 2021, il y a le pass vaccinal et le pass sanitaire, attention, il y a un risque de révolte important. On le sait maintenant, il y avait 30 à 40% de la population qui n'est pas vaccinée, qui n'a pas fait de première dose. Donc pour vous, la France devait donner le là, en quelque sorte. Mais la France donne le là quand il arrive, puisqu'il ne faut pas l'oublier, et c'est ce que je dis dans mon dernier livre, la France est encore un des éléments... Une espèce de barrière contre le nouvel ordre mondial, tout simplement parce qu'on a encore notre siège au Conseil de sécurité, qu'on devrait donner à terme avec notre grand leader Emmanuel Macron à l'Union européenne ou à l'Allemagne. Ou à lui, toujours, mais en tant que président de l'Europe. Voilà. Mais on a le siège au Conseil de sécurité, qui est un atout et qui est un des seuls vestiges de la France gaullienne et de la France puissante. Et on a quand même l'arme nucléaire. Alors après, il faudrait voir dans les détails. Mais on a encore la possibilité pour le territoire français d'être sécularisé, c'est-à-dire au niveau d'être protégé par l'arme nucléaire. Et ça, c'est fondamental. Alors justement, l'horizon 2025-2030 va être l'occasion peut-être de liquider justement cette spécificité française au profit de l'hyperclasse européenne, de l'eurocratie. De l'eurocratie. Donc, en tout cas, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, elle ne semble pas vouloir se terminer. Donc, je pense que c'est un abcès purulent
Et à Davos, ça a été bien martelé. Blinken, le secrétaire d'État américain, ministre des Affaires étrangères américain, l'a rappelé. En fait, alors, The Economist, avant même au tout début de la guerre, même avant la proclamation de la guerre, avait fait une où ils expliquaient comment gagner une longue guerre. La crise et la guerre russo-ukrainienne ont vocation à durer dans le temps, tout simplement parce que ça permet, l'objectif qui est prioritaire, c'est la liquidation de l'Europe occidentale. En fait, je ne vais pas refaire le coup de Bruno Le Maire, on va mettre la Russie à genoux. Le premier objectif de l'hyperclasse, c'est de mettre l'Europe et les nations occidentales à genoux. Et par l'intermédiaire de la crise énergétique, de l'hyperinflation et une mutation. Et comme l'a dit Mario Draghi, c'est aussi le motif qui doit servir à dire, vous voyez, face au grand méchant Poutine, la France n'est plus en l'état de peser dans le monde, donc il faut que l'Europe devienne un État. C'est ce qu'a dit Mario Draghi en novembre 2023. C'est repris par Ursula von der Leyen et tous les eurolâtres. Et en fait, on voit bien que cette guerre doit impérativement durer malgré les centaines de milliers de morts ukrainiens et russes, et il faut le dire que cette guerre ne sera profitable, moi je le dis, ni aux Russes ni aux Ukrainiens à terme, puisqu'elle dure trop longtemps, et en termes c'est en quelque sorte les derniers Européens du Caucase, on sacrifie encore beaucoup d'Européens caucasiens pour des objectifs qui sont de toute manière limités, et il n'y aura pas de grande victoire, il faut arrêter aussi de sortir. Ni pour les uns, ni pour les autres. Ni pour les uns, ni pour les autres, et ça il faut bien le souligner, en fait c'est un objectif de l'hyperclasse. C'est un hachoir terrible. C'est ça. Et 50 milliards réinjectés. Et l'indécence d'une des commissaires européens, je crois, ou députés, qui a dit 1-0, Europe 1, Russie 0, comme si on était sur un match de football. C'est ça. Alors qu'en réalité, ça va mettre un coup énorme à des Européens de l'Est qui avaient encore une natalité à peu près correcte. C'est comme la Première Guerre mondiale. En fait, on voit que l'Europe de l'Est va être atteinte par cette guerre. Alors, pour aussi nuancer du côté de l'espoir, la guerre pourrait aussi s'arrêter. Et on le voit puisque comme c'est des programmes politiques alchimiques et qu'ils ne sont... Qu'est-ce que vous appelez programme politique alchimique ? En réalité, souvent souvent déconnecté avec la réalité pratique. Oui. Et l'opération menée par Vladimir Poutine, alors il y a des élections en Russie qui vont arriver aussi, mais il pourrait y avoir, alors en plus, comme l'hyperclasse est un peu... hystérique, elle déclenche des conflits un peu partout dans le monde. On pourrait voir, avec une recomposition politique à l'intérieur, vous avez parlé de la crise aux États-Unis, au Texas, on pourrait voir une fin, ou en tout cas un adoucissement du conflit dans certaines zones à l'occasion d'une recomposition politique, même en France. Parce que là, on l'a vu avec la crise d'agriculteurs, c'est, comme vous l'avez très bien dit, il ne faut jamais perdre espoir, et surtout qu'en fait, là, on est rentré dans une ère de combat, et le combat, notamment des agriculteurs, pourrait, même en France, changer le climat politique, le paysage politique. Et un Macron qui tombe, c'est aussi un exécutant de l'hyperclasse qui tombe, et on pourrait même aller plus loin, un effet domino pourrait être en faveur des peuples. Ça n'est pas du tout exclu. On a envie de le croire, en effet. On a envie de croire que ce qui se passe avec les agriculteurs n'est pas un feu de paille et une simple jacquerie, et que ce n'est qu'un premier acte et qu'il y en aura d'autres dans un avenir proche, en effet, Marc-Gabriel Draghi. Il y a, mais comme je citais Hölderlin, c'est-à-dire qu'à mesure que le danger croît aussi ce qui sauve. Mais le danger, il croît bien, pour le coup. Il y a bien un danger qui va s'accroître. Ils veulent reprendre la main, dites-vous, sur le narratif. Donc s'ils veulent reprendre la main sur le narratif, c'est parce qu'ils ont encore en stock et en magasin de quoi nous en mettre, excusez-moi de la trivialité de l'expression, plein la figure. Et en particulier, quand je dis plein la figure, ça me fait penser un peu à la reconnaissance faciale, l'identité numérique. Ça, vous, dans l'ensemble de vos livres, Marc-Gabriel Draghi, vous rappelez que la finalité de ce système qui tend à devenir totalitaire, c'est l'identité numérique. Est-ce que vous pouvez développer, s'il vous plaît ? Alors, déjà, c'est la seule grande sortie importante de l'édition 2024 qui a été le fait de la reine Maxima des Pays-Bas. Oui. Donc elle a parlé justement de la nécessité d'une identité numérique, et en effet c'est le pivot
l'outil de base, l'outil central de l'instauration du monde d'après, l'instauration du nouvel ordre mondial. Et c'est là où il faut avoir de l'espoir, je le répète. L'identité numérique, les prémices de l'identité numérique, nous les avons déjà connues à l'occasion des années 2020-2021. Normalement, le Green Pass, le pass vaccinal, avait vocation à durer. Il est mort parce que par des circonstances et des contradictions internes au système, je le redis, le 31 juillet 2022, à la fois en France, mais aussi au niveau de l'Union européenne, alors qu'en réalité, il avait été préparé notamment dès 2019, alors avant même la pandémie. Oui. Et ça, c'est intéressant, puisque on le voit, ils ont été mis en échec sur un outil qu'ils avaient quand même réussi à imposer, quoi qu'on en dise. Même si, moi, personnellement, on a tous, on s'est tous accommodés de petites facilités pour éviter de rentrer dans la servitude de cet outil. Mais donc, ils ont échoué à le rendre pérenne. Donc, l'identité numérique doit revenir, voilà. Ça c'est sûr, doit revenir. Donc comment est-ce qu'elle va revenir ? Alors là, sur les travaux qui émergent, vous avez cité le rapport des risques globaux. Oui. Je vais essayer. Global Risk Report. Alors on est sur Radio Courtoisie, j'essaye de ne pas dire de mots anglais. Voilà. De ne pas dire de mots anglais, et comme j'adore cette citation, un mot anglais prononcé, c'est un mot français qui meurt. Donc on va essayer de s'y tenir. Voilà. Mais oui, dans la même veine, il y a au même moment, donc le rapport sur les risques globaux est sorti après le 10 janvier, il me semble, et ils ont sorti un rapport également sur la cybersécurité, la cyber-résilience. Et c'est là où ça fait... parce qu'en fait, on sait qu'il fonctionne avec des événements de sidération pour contrôler par la peur. Et à l'occasion du Davos 2021, je pense que certains s'en souviennent, Klaus Schwab avait dit que la prochaine pandémie serait une pandémie informatique, numérique. C'est ce qu'on appelait la cyberpandémie ou le cyberpolygone. Et d'ailleurs, le cyberpolygone... Des attaques, en fait, sur les infrastructures. De hackers, sur des infrastructures critiques, stratégiques, voire des centrales nucléaires. Exactement. Alors, ça peut se faire de différentes manière. Il y a aussi le narratif de guerre russo-ukrainien. Il a une boule de cristal, ce bonhomme, pour prévoir tout ça. C'est drôle. C'est impressionnant. Et en plus, on a, depuis l'année 2020, des attaques, comme vous l'avez dit, de hackers sur des infrastructures. Des infrastructures... des hôpitaux. Des hôpitaux. Comment s'entendre, ça Oui. Comment dire, même des barrages hydroélectriques. Aux États-Unis ou des gazoducs. Pour ceux qui listent, on a un et bien narratif. sûr, c'est toujours les méchants russes et les méchants chinois qui sont derrière tout ça en permanence. On pourra aussi rajouter les Iraniens, parce que les Iraniens, s'il y a aussi un développement de guerre un peu partout dans le monde, comme vous dites, ça pourrait être des Chinois, des Russes ou des Iraniens. Et c'est ça qui est intéressant, on le voit, le narratif de cyberattaque est en train de se développer. Alors il y a en plus un autre narratif qui est des fois mis en avant même par les Russes, notamment Dimitri Medvedev, l'ancien président de la Fédération de Russie, où on parlait d'un sabotage de câbles sous-marins pour desservir l'Internet mondial. Donc vous voyez bien que le cyberpolygone, et je le rappelle, le cyberpolygone c'est quelque chose d'officiel, vous pouvez aller sur le site du cyberpolygone, où il y avait en plus une association de banques russes officielles et d'institutions russes pour prévoir, je dis pas prévoir une éventuelle cyberattaque d'ampleur mondiale. Et là, le rapport qui est concomitant à ce renouveau à cette réaffirmation du besoin du contrôle de l'information, on pourrait peut-être s'attendre, ça veut pas dire que ça viendra demain, mais à un événement de sidération qui engendrerait un réel reset, un reboot de l'Internet mondial, et ça aurait pour objectif de satisfaire notamment les volontés de Jacques Attali, qui dit que le problème de l'Internet mondial actuellement, c'est la transmission du savoir non hiérarchique. Non hiérarchique, évidemment. Non hiérarchique, et que ça pose quand même problème sur le contrôle de l'information. Ça, c'est pas du tout exclu, et en plus, on voit de plus en plus la production du Forum économique mondial s'orienter avec ce genre d'analyse, et en tout cas faire monter ce risque. Alors le contrôle de l'information, pour préciser, c'est le risque mondial à échéance court terme, 1 à 2 années. Oui. Donc ils estiment qu'ils vont reprendre la main sur l'information à échéance 2026, pour faire simple. Et par contre, alors évidemment... Ça explique peut-être les campagnes de presse particulièrement obscènes actuellement contre le nouveau patron de Twitter, enfin d'X. Oui. Elon Musk. Oui, et en plus, tout à fait. Et on voit qu'il y a aussi des contradictions internes dans le système, dans le fait qu'il y a aussi des gens qui ont intérêt
pour l'instant à ne pas verrouiller l'information. Pour différentes raisons, je vais pas m'attarder. Mais pour revenir sur l'anti... Ah oui. Oui, en fait, on le voit, il y a déjà rien n'est monolithique. En fait, il y a des grands blocs et des égos surdimensionnés de tous les côtés. Donc, il y a aussi des gens qui veulent se nuire pour... voilà, c'est une société humaine. C'est intéressant, ça aussi. Ceux qui se disent Homo Deus ne sont véritablement pas des dieux. Voilà, ne pas les surestimer. Ils n'attendent que ça, justement. Et sur l'identité numérique, on voit quand même que c'est le plan... c'est le point central. Et par contre, nous, en France, on va y être confrontés tout de suite, dans quelques semaines, dans quelques mois, à l'occasion des JO 2024. Alors ça, on va y revenir à ces JO. Ça sera la dernière partie de cette émission sur les villes intelligentes, entre autres. Peut-être avant, je vous entends parler d'identité numérique. Est-ce qu'il y a une connexion à faire aussi avec les monnaies numériques ou pas ? Alors c'est exactement ça. La reine Maxima des Pays-Bas a elle-même indiqué dans sa citation l'identité numérique est nécessaire à la mise en place du nouveau système financier, sous-entendu la tokenisation totale du système financier, donc les monnaies numériques des banques centrales. Évidemment, vous, monsieur Stocker, pour être identifié et avoir un compte à la Banque Centrale Européenne, il faudra qu'on soit sûr que vous soyez Nicolas Stocker. J'ai pas de sous. Oui, mais on vous en donnera, vous savez. Oui, le minimum, c'est ça. Vous aurez. Après, il faudra un peu contrôler ce que vous dites, mais on vous donnera. Si vous êtes gentil, on vous donnera votre subvention pour acheter du bois. Ça, c'est le pass chinois un peu, c'est ça. Mais en fait, ça existe déjà. Ça existe déjà, et c'est là où il faut sortir des fois des anathèmes que les médias de grand chemin peuvent nous adresser. On n'est pas du tout dans du complotisme. Le crédit social à la chinoise. Et les monnaies numériques, le yuan numérique, concerne déjà 300 à 400 millions d'individus. Et ce système de monnaie numérique de banque centrale, alors le yuan numérique, il est mis en place par plusieurs systèmes, des coupons, des QR codes. C'est pas forcément un système de paiement avec le téléphone portable. Ouais. Ça, c'est une réalité qui existe déjà depuis 2021. Donc, elle est couplée au crédit social. Et c'est là où c'est intéressant, parce que la Chine, d'ailleurs, qui avait mandaté son Premier ministre pour le Forum économique mondial de Davos 2024, donc qui est quand même représenté, et il faut aussi sortir de l'idée de deux grands blocs monolithiques qui s'affrontent. Non, on n'est pas du tout comme ça. Déjà, la Chine est un modèle pour nos dirigeants. Oui. Christine Lagarde ne se cache pas d'adorer le modèle à la chinoise de crédit social et de yuan numérique, c'est clairement le modèle. Même si nous, d'ailleurs, l'euro numérique a clairement du plomb dans l'aile, puisqu'il a été retoqué à la fin, au niveau réglementaire à la fin de juin 2023, et que les grandes banques commerciales veulent renégocier la partition de cet outil. Mais en tout cas, notre futur ressemble à ce qui existe déjà, vous l'avez dit, avec le crédit social chinois. Et c'est à nous de lutter justement contre ça, contre cette technologie totalitaire. Nous sommes dans ce livre journal de géopolitique profonde sur Radio Courtoisie. Et je remercie d'ailleurs Patrice qui fait une intrusion remarquée dans le studio pour m'envoyer une question. Le gouvernement instaure des réglementations tracassières pour les agriculteurs français et fait ainsi en sorte que l'agriculture décroisse. Il faut au contraire encourager les productions nationales, les exportations. Bon, on est d'accord avec ce type d'argument. On est d'accord. Et ce qui a été dit aussi, ce que vous avez expliqué en introduction de l'émission, la question, même si peut-être le mouvement, les grands médias y participent et y contribuent fortement, est en train peut-être de s'apaiser, en réalité, la crise sociale aiguë des agriculteurs ne va pas s'éteindre. Oui. Vous avez fait une excellente émission, je le salue, Nicolas et Mike aussi, sur Géopolitique Profonde avec Sébastien Béraud. Ouais. Sébastien Béraud, absolument, un agriculteur remarquable. Sébastien Béraud a bien insisté sur le fait que c'était une question de survie. Et la survie des travailleurs de la terre, en réalité, pose aussi la question de la survie de la France. Donc, le système actuel qui, en fait, vise à punir les producteurs au bénéfice des parasites, quoi qu'il arrive... Pour vous, l'hyperclasse mondiale, c'est une classe de parasites. Évidemment. C'est le programme politique de grande réinitialisation et le capitalisme financier nomade, transnational, apatride, on peut l'appeler comme on veut, en fait, et on le voit actuellement.
Regardez vous avez cité les conférences de presse d'Emmanuel Attal ou même le discours à Stockholm irréaliste d'Emmanuel Macron qui en gros dit je vais demander à Ursula von der Leyen si on peut lâcher quelques miettes aux agriculteurs. On a une classe politique hors sol qui exécute un programme politique au profit des grands acteurs du 1% les plus riches de la planète, au détriment des véritables producteurs qui ont une valeur ajoutée, qui sont maintenant presque les seuls à produire de la valeur ajoutée dans nos sociétés ultra tertiarisées. Donc oui, la politique actuelle, c'est la politique des parasites hors sol contre les producteurs sédentaires et en fait, en réalité, c'est la politique du monde nomade et apatride contre les nations. Voilà qui est bien résumé, joliment résumé. Je rappelle dans ce livre au journal Géopolitique profonde que nous recevons donc Marc-Gabriel Draghi pour ce grand angle. Ces ouvrages, je ne saurais trop vous les conseiller, chers auditeurs, si vous adhérez à tout ce que nous explique, analyse, décortique Marc-Gabriel Draghi. Le règne des marchands du temple, le gouvernement des banquiers, le grand reset en marche, la grande narration vers la mort des nations, qui est la suite d'ailleurs du Grand Reset, et le tout chez son éditeur fétiche, K Édition. K, c'est K-A, K Édition, au pluriel. Il reste une grosse dizaine de minutes, mon cher Marc-Gabriel, pour évoquer peut-être en dernière partie les JO, puisque je vous ai un peu interrompu à ce moment-là en disant « Oh, on va y revenir », les JO, et ce qui se préfigure derrière, dont on sait que ça fait des années qu'un certain nombre d'oligarques, dont Xavier Niel, ont investi dans ces, je le dis en anglais d'abord, après je le traduis bien sûr tout de suite en français, les smart cities, c'est-à-dire les villes intelligentes, où alors là, pour les JO, on pourrait voir se mettre en place tout ce que Marc-Gabriel Draghi nous dit, vient de nous dire, écrit, et qui est un exemple saisissant de toutes ces menaces qui s'agrègent au moment des JO, au prétexte, on le sait, ils nous le disent, ils nous le rabâchent, et c'est là qu'on voit qu'il faut faire très attention, parce que à toujours dénoncer la délinquance, il faut le faire, il faut pas dire que ça n'existe pas, que c'est un fantasme, mais néanmoins, si finalement l'hyperclasse aujourd'hui laisse diffuser toutes ces informations, laisse des Bolloré pouvoir ou des Zemmour dire ce qu'ils ont à dire, c'est pas neutre. C'est pas neutre, c'est pas par hasard, c'est parce qu'ils ont quelque chose derrière la tête, sinon ils ne le feraient pas. Est-ce qu'on est d'accord avec tout ça ? Je suis totalement d'accord avec vous, et c'est très très important de le souligner. Il y a une réalité factuelle qui existe, qui est la délinquance. Il faut la dénoncer, la combattre dans la mesure où on peut la combattre. Mais en fait, on voit qu'il y a une autorité politique qui ne fait plus son travail, et justement, c'est peut-être à dessein. C'est pas peut-être, c'est certainement à dessein. On peut se demander ces émeutes qui ont eu lieu, quand on voit comment tout de suite, moi j'ai été très surpris, j'apprends à peine l'événement, on a l'impression qu'ils ont tous fait, et alors Macron le premier, pour que ça dégénère. Évidemment, et en plus vous verrez, alors je vous fais un pari, il n'y aura pas d'émeute de banlieue pour les JO. Ça, on peut prendre des paris. Je suis pas quelqu'un qui parie. Parce que ça doit être un succès, par contre là. Parce que c'est les JO, c'est la grande messe mondialiste. Alors par contre, ça pourrait, si on arrive à lancer le débat et lancer le combat, être un fiasco et justement un retour des peuples contre cette grande messe mondialiste. Alors les JO, alors je sais Nicolas que vous appréciez fortement notre ministre des Jeux Olympiques, Amélie Oudéa Castéra. D'ailleurs, je l'aime tellement en tant que ministre des Sports que je trouve qu'elle devrait n'être que ministre des Sports. Alors, pour connaître un peu les sportifs, elle est détestée par le monde sportif. C'est étonnant, on se demande pourquoi. Et elle est de la même veine que ce qu'avait fait Macron, vous savez, après les Jeux Olympiques de 2021, où en gros, il a dit aux sportifs médaillés olympiques qu'ils étaient nuls et qu'il fallait faire plus. Voilà, mais avec moins d'argent, parce que l'Angleterre, elle, avait plus de médailles avec moins d'argent. Donc c'est assez drôle, Amélie, cette condescendance et ce mépris contre les déplorables. Voilà, contre les déplorables qui avaient quand même, je le rappelle, gagné des médailles olympiques. Il s'adressait pas. Des coupes du monde aussi, d'Europe. Bon. C'est ça. Bon, c'est toujours des gens intéressant. qui ont gagné des choses, qui ont fait des choses dans leur vie. Qui ont fait des choses, voilà. Pas des parasites. C'est ça, pour vous. Ça va dans mon sens, et c'est toujours intéressant de voir cette classe hors sol déconnectée insulter des gens qui ont fait quelque chose. Voilà. Donc
pour revenir à cette ministre des JO, alors moi je l'appelle la ministre des JO, elle a fait une déclaration, alors elle a l'habitude des déclarations maladroites, mais ça n'a pas été autant repris que ce qu'elle a dit au début de sa mission à l'éducation nationale. Elle a dit « La reconnaissance faciale algorithmique va être instaurée au moment des Jeux Olympiques et il n'est pas dit qu'elle disparaîtra après. » Donc les Jeux Olympiques vont être une expérience, alors sans aller, vont être une expérience déjà à l'échelle de Paris. On nous dit à l'échelle de certains quartiers, mais en réalité ce sera certainement à l'échelle du Paris Intramuros. Voilà. Une expérience de mise en place d'outils qui est la reconnaissance faciale algorithmique qui existe dans le cadre du crédit social à la chinoise. D'accord. Et qui existe en réalité déjà dans plein de grandes villes, on va dire les capitales régionales en France. Ce que personne ne sait, par exemple à Dijon, commune que je connais assez bien, il y a déjà eu des verbalisations de gens pour des soi-disant délits ou des soi-disant délits, notamment vous savez à l'occasion des cassolades, les gens qui tapaient sur les casseroles lors du mouvement des retraites, certains individus, alors qui étaient évidemment connus des services de police, mais ont fait l'objet d'une verbalisation par reconnaissance faciale, c'est-à-dire sans qu'un agent de police vienne les voir pour les verbaliser pour nuisance sonore, vous savez, avec un dispositif, donc ce qui est assez drôle. Et ça, évidemment, les grands médias n'en parlent pas, mais en réalité, c'est déjà un outil. Alors, il y a des fuites, on sait que maintenant, certains services de police utilisent la reconnaissance faciale depuis 2015 et qu'il y a des fichiers cachés de reconnaissance faciale. Et ça, c'est très intéressant puisque là, il y a une officialisation de ces outils, notamment à l'occasion des Jeux Olympiques de 2024, qui en fait vont proclamer Paris comme première Smart City de France, donc ville intelligente. Dites-nous tout là sur le sujet. Résumons-nous et on refera peut-être une émission sur ce point. Alors, de toute façon, spécialement là-dessus. Je me permets de faire un peu d'autopromo. J'ai produit un article qui devrait sortir dans la revue de géopolitique profonde de mars, certainement mars ou avril, sur les Smart Cities spécifiquement, donc ce sera peut-être l'occasion d'en reparler plus dans le détail. Absolument. Justement, en fait, déjà, la ville intelligente, alors évidemment, on dit ville intelligente, mais en fait, on devrait la nommer ville totalitaire, ville des 15 minutes. D'ailleurs, elle a changé de nom, parce qu'en fait, elle est venue... Il n'y avait que les politiques qui en parlaient. Et en fait, à l'occasion de la grande réinitialisation, notamment en 2021, beaucoup de gens ont parlé de ce nouveau phénomène et de ce nouvel outil mis en place par l'hyperclasse. Donc elles ont changé de nom, et notamment Anne Hidalgo à l'occasion de de l'élection présidentielle de 2022, où elle s'est permis de se présenter et elle a fait un score extraordinaire. Absolument. Parce que c'est Madame Smart City. On est fiers de notre Anne Hidalgo. Et je vous ai déjà écouté, Nicolas, vous avez spécifié, il me semble que vous en aviez déjà parlé. Anne Hidalgo a un rôle important puisqu'elle a été présidente du C40. Oui. Donc, alors je le dis pas en anglais, mais qui regroupe, alors maintenant ça représente au moins 200 villes, mais au départ c'était les 40 plus grandes villes du monde. Et donc on retrouve le président historique du C40, c'est Michael Bloomberg, donc déjà le patron de médias Bloomberg, mais ancien maire de New York. Celui qui finance les parents de la petite Lola, vous savez, ignominieusement assassiné, c'est étonnant d'ailleurs. Oui, puis qu'il y a des liens avec l'affaire Epstein. Bon, après, nous n'allons pas rentrer dans ces détails. Que du beau monde, hein. Que du beau monde. Et Anne Hidalgo a été longtemps présidente donc de ce cercle de pensée, pour ne pas dire think tank, de ce cercle de pensée, et elle a un rôle d'initiative. Donc Paris, l'attention de l'hyperclasse va être focalisée sur Paris. Vous voulez mettre des vélos à Kiev, plutôt vendre des vélos. Quand on n'a pas de char, on vend des vélos. Je pense qu'ils vont, dans quelques mois, ils seront pas loin d'aller au front en vélo. Ça, c'est pas exclu. Mais bon, et d'ailleurs, pauvre Ukrainien, voilà. Là, en fait, bon. Et sur les Smart Cities... Oui, revenons sur les Smart Cities. Sur les Smart Cities, Anne Hidalgo passe un test. Et ce test va être essentiel pour l'hyperclasse, puisqu'en plus, Paris, on l'a dit, la France... Il y a ces financeurs qui sont derrière. Moi, je suis persuadé, les oligarques qui s'intéressent à ce concept sont des gens qui l'ont aidé à arriver au pouvoir à la mairie de Paris et y rester. Alors déjà, au niveau mondial, les grands financeurs des Smart Cities au niveau mondial, c'est qui? Alors, je vais vous donner des noms que vous connaissez déjà, mais c'est BlackRock, McKinsey, et notamment BlackRock, pour les gens qui s'intéressent, ils ont
ils ont créé un ETF Smart City. Rothschild & Co, qui est une grande banque d'affaires connue sur Paris, a aussi un secteur d'activité lié au Smart City. En réalité, c'est le capitalisme financier nomade et apatride sponsorise agressivement tous les exécutants politiques qui mettent en place ce système. D'accord. Et les Smart Cities, pour que les gens comprennent, en réalité, c'est l'édification de camps de concentration. J'utilise le mot camp de concentration, c'est-à-dire de quartiers fermés où on contrôle la population, ses mouvements, ses activités, et c'est à mettre en lien aussi avec le futur pass carbone, le Green Pass. Alors on pourra y revenir un jour dans le détail. Oui, on va y revenir. Là, dans les mois qui viennent, et notamment en juillet-août 2024, c'est pour nous ce qui va nous concerner prioritairement, puisque c'est un grand test à l'échelle mondiale et ça se passe en France. Mais ça pourrait devenir un fiasco si la France se réveille. Vous avez appelé un réveil, Nicolas, dans vos chroniques. Oui, réveillez-vous. Et si la France se réveille ou que les agriculteurs se mettent fortement en colère, on pourrait voir des Jeux Olympiques ou les bouquinistes parisiens, par exemple, je dis n'importe quoi, qui vont être floués par ces JO. Si une grande partie de la population française ne veut pas des Jeux Olympiques, moi j'adore les Jeux Olympiques. Parce que mais là, quel porte-voix extraordinaire pour nos luttes. Parce que les caméras du monde entier vont être braquées. Vous avez tout compris. En fait, c'est exactement ça. Là, au niveau symbolique, on sera soit dans la grand-messe mondialiste, ou soit dans le retour des peuples, et justement l'hostilité à ces jeux qui vont être surtout une gabegie financière, et qui vont être un symbole parfait de l'explosion des prix en France, que ça soit sur l'alimentaire ou sur le logement. Vous le verrez, ce qui va se passer à Paris après ne s'arrêtera pas. C'est comme l'inflation, on croit que ça va durer temporairement, mais ça s'arrêtera pas. Et ça va être intéressant, et je pense que c'est un événement qui pourrait focaliser les attentions. Eh ben, c'était un entretien passionnant, Marc-Gabriel Draghi. Je vous remercie. On reviendra vers vous lorsque paraîtra justement dans la revue de Géopolitique Profonde cet article sur les Smart Cities. Merci à Claudia, merci à Lara Stam, merci à vous, merci à Arnaud aussi, Biéguin, que nous avons eu. Il arrive comme un prince, c'est le livre-journal des controverses qui arrive avec Mike Borowski. Merci chers auditeurs de votre écoute et à la semaine prochaine.